2697 avant notre ère, un certain Linglun aurait fabriqué des flûtes de bambou parfaitement accordées avec le chant des oiseaux, notamment en ayant emprisonné le chant du célèbre phénix. Wang Di, l'empereur jaune, aurait alors commandé des cloches pour aller avec ses flûtes. Le système pentatonique chinois à 5 notes aurait ainsi été développé à partir de là. Le mythe de Cui parle d'une bête unijambiste similaire à un dragon qui aurait été dépecé par l'empereur jaune en personne, ce dernier ayant, selon la légende, utilisé sa peau pour créer le premier tambour de l'histoire afin d'invoquer la pluie. Un dragon unijambiste ? Assez méconnue du monde occidental, la musique chinoise recèle beaucoup d'anecdotes, légendes et faits des plus intéressants. Vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir couvrir 3000 ans d'histoire en 10 minutes comme ça, mais on va faire ce qu'on peut. Salut et bienvenue dans la portée historique. Au fait, avant de commencer, il faut savoir que, alors qu'en Europe la musique n'en est qu'à ses balbutiements, la Chine a déjà établi des règles, des instruments avancés et même un début de théorie musicale. Commençons par un petit rappel historique. Aux environs de 10 000 avant Jésus-Christ se trouvent sur le continent asiatique des peuples néolithiques nomades tout droit arrivés d'Afrique. Ce sont ces peuples qui vont apporter avec eux sur les terres d'Asie leurs coutumes musicales. Ainsi, on retrouvera là-bas de très anciens instruments comme des flûtes, des ocarinas, des tambours et cloches en argile ou en os, reconnus parmi les plus anciens instruments de musique jamais créés. Nous avançons en 2100 avant Jésus-Christ durant la dynastie Xia fondée par l'empereur Qi. À cette époque, la Chine en était encore à son stade primitif, c'était notamment une société esclavagiste. Les instruments de musique étaient donc plutôt rudimentaires, tout comme la musique jouée. Du moins on présume, car il n'existe aucune trace écrite de ce qui pouvait être joué durant la dynastie Xia. Aujourd'hui, bien des historiens questionnent l'existence même de cette dynastie. Il se pourrait donc que les instruments dont on est parlé appartiennent à ces peuples nomades alors en pleine évolution. 1600 avant Jésus-Christ, nous sommes à présent sous la dynastie Sheng, menée par le roi Teng. À l'époque, le royaume connaît une période prospère et stable, ce qui mène à de nombreuses avancées, notamment l'écriture. L'écriture aurait été inventée en Chine grâce aux oracles, des carapaces de tortues dans lesquelles un devin lisait l'avenir d'une personne. Cette dernière posait une question que le devin retranscrivait en pictogrammes rudimentaires ainsi que deux réponses, positives ou négatives. La carapace était jetée au feu et lorsqu'elle craquelait, la fissure se dirigeait vers la réponse correspondant au destin de la personne. Tiens, qu'est-ce que ça fout là, ça ? À mesure que les questions se complexifiaient, les pictogrammes évoluaient pour donner de fil en aiguille les sinogrammes, aussi appelés hanzi, que l'on connaît aujourd'hui. Mais malgré l'avènement de l'écriture, la musique restera orale encore un bon moment. Cette prospérité va également permettre le développement du bronze et ainsi permettre le développement et la création de nouveaux instruments comme les cymbales ou les cloches. Parmi bien d'autres instruments que l'on retrouvera d'ailleurs régulièrement enterrés dans des tombes aux côtés d'ocarinas, flûtes et tambours, ce qui permet d'attester l'importance de la musique à l'époque. L'ère du bronze continuera avec la dynastie Chu qui verra l'apparition d'une première forme de musique savante chinoise. Ils appellent ça le yayue, littéralement musique élégante, et ce sera joué à la cour du puissant empereur. Cette forme savante de musique serait née à l'initiative du roi Wu de Chu, qui aurait commandité au duc Dan de Chu une forme musicale définie, désignée et contrôlée en se basant sur les rites chamaniques et la musique populaire de l'époque. Les 6 grandes danses est le nom donné à un recueil de 6 œuvres qui sont les plus importantes du yayue, représentant chacune une figure mythologique ou historique. Cette musique est lente et statique par des tempos lancinants, et cette sensation est renforcée par son caractère monophonique. Monsieur Bardel, c'est quoi la monophonie ? Eh bien si je dis qu'une musique est monophonique, je veux dire qu'une seule note est audible à la fois. On n'entendra ainsi aucun autre intervalle que l'octave ou l'unisson. La danse jouait bien évidemment un rôle. En tant que divertissement de cour, un nombre pair de danseurs bougeaient dans l'espace au rythme de la musique afin d'émouvoir les puissants. Le nombre de danseurs et de musiciens dépendait bien évidemment du statut social du puissant pour qui la pièce était donnée. 64 danseurs pour les empereurs avec un grand orchestre, pour les nobles 36 avec un plus petit ensemble musical. Enfin, les officiers se voyaient octroyer de petits ensembles de 12 danseurs environ, ainsi qu'une poignée de musiciens. Le yayue va évoluer et s'exporter dans les pays voisins. Il deviendra notamment le gagaku au Japon. Cette musique va progressivement devenir la norme lors des rituels confucéens ou dans les temples. 433 avant Jésus-Christ et à cette époque, Athènes entre en guerre, ce qui n'a aucun intérêt ici. En revanche, on va voir les premières mentions écrites du système de hauteur de notes gravées sur les cloches en bronze du carillon du marquis de Yi de Tseng. Plus de 3000 caractères ont été gravés sur ces cloches en référence à la théorie musicale de l'époque. Chaque cloche pouvait produire 2 sons différents selon le point de frappe, et ainsi l'ensemble formait le premier outil pédagogique destiné à la musique. On peut tout d'abord observer le système Wusheng, qui va théoriser pour la première fois les fameuses 5 notes en vigueur jusqu'alors. Elles se devaient de faire écho aux 5 éléments. On pouvait donc officiellement pratiquer une vraie gamme que l'empereur allait venir vérifier avec son diapason.
Parenthèse. À chaque nouvel empereur arrivait un nouveau diapason. En effet, les pythagoriciens pensaient que les changements au niveau des modes et des gammes affectaient les lois de l'état. La gamme de Wucheng se construit comme suit. Do, Ré, Sol, La et le Mi qui avait la fonction relative d'être plus haut qu'une tierce mineure. Mais sur ce carillon, on peut également observer ce qu'on appelle la notation Lulu. Ce sera les prémices du système à 12 demi-tons que l'on connaît aujourd'hui. Wangchong, Dalu, Taichong, Yachong, Guxian, Chonglu, Ruibin, Lingchong, Yitze, Nanlu, Wuyi, Yingchong. Le tout construit en se basant sur un système de tierces et de demi-tons, ce qui est déjà très proche de nous occidentaux. Et c'était avant Jésus-Christ. On arrive alors en 220 avant Jésus-Christ. C'est la dynastie Qin et c'est l'une des périodes qui va le plus instaurer de règles et codifier la pratique musicale, surtout chez les nobles. L'empereur va alors mettre en place le bureau de musique de Qin qui va fédérer et accorder les pratiques musicales. Il se rendait ainsi auprès de chaque orchestre du pays une fois par an, armé de son fameux diapason. Si l'orchestre était accordé avec celui-ci, on considérait que c'était un bon présage pour le village auquel appartenait l'orchestre, que ce soit pour les cultures ou la bonne fortune générale. Ce bureau va également classer les instruments par matière utilisée. La peau tendue, la terre cuite, le bronze, le bois, le bambou, la soie et la pierre, afin de pouvoir établir les débuts d'une noblesse artistique. Noblesse caractérisée par les sages et savants qui constitueront l'élite de la musique à cette période. Cette élite va se charger de composer les hymnes, les musiques pour la cour et réunir les chants populaires du pays pour les concentrer en un recueil officiel. La dynastie Qin va également voir l'apparition du guqin, un instrument à cordes pincées qui va rendre la musique traditionnelle infiniment plus élégante. Bien que son origine reste inconnue, on peut malgré tout la dater à peu près. Cet instrument était au départ réservé à l'élite et aux lettrés. On n'en jouait ainsi pas lors des représentations publiques, mais pour les cérémonies et rencontres officielles de puissants qui devaient recevoir les honneurs des lettrés. Ces gens plus éduqués à l'époque se devaient de maîtriser au moins un des 4 arts nobles chinois. Le qi, les échecs, le shu, la calligraphie, le hua, la peinture, ou le guqin. C'est à la fois simplissime dans le concept et complexe dans l'exécution. Les 7 cordes plaquées sur la table d'harmonie sont pincées avec les mains un peu comme on le ferait avec une basse ou une guitare classique. L'absence de fret offre une capacité d'expression fantastique. 3000 ans plus tard, cet instrument sera inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et aura ému tous les spectateurs des JO de Beijing lors de la cérémonie d'ouverture. En 206 avant notre ère, la dynastie Qin s'effondre d'elle-même et un petit général nommé Liu Bang va monter à lui seul une armée et s'emparer du trône vacant, devenant ainsi l'empereur Gaozu. Anecdote. Lorsque Xian Yu, son rival principal, captura son père en le menaçant de bouillir vivant son paternel s'il ne lui cédait pas le trône, Liu répondit simplement « Envoyez-moi un bol de cette soupe », ce à quoi Xian répondit par le suicide. Les cruautés de la dynastie Qin ne touchant guère le nouvel empereur, l'histoire enchaîne ainsi sur la dynastie Han qui va être considérée comme l'un des âges d'or de l'histoire de la Chine. Une époque durant laquelle la société va s'uniformiser suite aux propositions que la dynastie Qin avait échoué à mettre en place. Ces uniformisations vont également toucher le bureau de musique de Chine et ainsi intégrer la poésie au sein du catalogue de la culture de la Chine. Le Yuefu est une forme de poésie qui aura la particularité d'être mise en musique et va pour la première fois constituer une forme officielle de chanson chinoise noble. La chanson, mais aussi l'apparition d'une forme d'art vocal appelée Kuchi, qui signifie compétence de la bouche, une faculté ancestrale qui consistait à recréer des sons du quotidien avec sa bouche. Ce sera utilisé en musique notamment pour imiter les percussions ou les chants d'oiseaux. Après 4 siècles de règne, la dynastie Han s'effondre et les Chinois se retrouvent en solo. Mais l'histoire se poursuit malgré tout. Vraiment ? En 557, un morceau de musique nommé Yulan deviendra le plus ancien morceau connu de l'histoire de la Chine à avoir une trace écrite. À vrai dire, il ne s'agissait que d'indications écrites en caractère traditionnel chinois. Ils indiquent surtout les doigtés de l'instrument et la façon de l'aborder, sans pour autant donner d'indication de tempo ou de valeur de temps pour les notes. Ce morceau utilisant le système Wucheng a la particularité d'utiliser la microtonalité. Les cadences contiennent par exemple jusqu'à 3 tons entre si et do, ce qui est très exotique pour nous autres occidentaux. Effondrée suite à d'énormes campagnes militaires après 30 ans de règne, la dynastie Sui cède place à la dynastie Tang. Et là, après des siècles, on voit enfin émerger de nouvelles initiatives pour la musique. L'empereur Gaozu de Tang va à son tour développer une institution qui œuvrera pour cet art.
Car jusqu'alors, le bureau de musique mis en place depuis des siècles servait à regrouper et documenter tout ce qui concernait la musique. Cette fois-ci, c'est dans le but de faire enseigner cet art que l'empereur va créer l'Académie royale des arts dramatiques. La musique, mais aussi la danse et le théâtre. Enfin, ces arts sont officiellement enseignés, encore de manière orale certes, mais supervisés pour assurer leur pérennité. C'est ainsi que les plus fortunés comme les plus modestes purent prétendre à l'apprentissage de l'un des 5 arts fondamentaux. Cette démocratisation va ainsi jouer un rôle déterminant dans la diffusion de la musique. Il faut croire que le concept d'académie va inspirer puisqu'au 8e siècle, l'empereur Ming Huang va créer le Jardin des Poiriers, une autre académie de musique et de théâtre qui va perdurer jusqu'à la dynastie Ming. Il s'agissait d'une série d'écoles placées dans la ville royale de Xi'an. Et ainsi, les artistes, dramaturges et musiciens se firent appeler les enfants du Jardin des Poiriers, et se mirent à représenter à leur tour ces arts nobles à travers le pays. Pendant ce temps-là, sur un archipel voisin, un peuple s'est développé au fil des siècles sans qu'on ait trop de nouvelles d'eux en Chine. Je vais bien sûr parler des Japonais. Dans l'espoir de retrouver quelques traces de la notation musicale chinoise, des missionnaires japonais vont mener quelques excursions et inventer le système Gongche, qui va introduire l'idée d'une gamme diatonique à 7 sons relatifs. François Picard explique dans les notations musicales en Chine que l'apparition d'une notation de ce type est encore relativement obscure. On remarque cependant que les plus anciennes sont formées de caractères intermédiaires entre les écritures indiennes, centra-asiatiques et japonaises. Ces 7 notes sont comme suit: Sheng, Qie, Gong, Fan, Liu, Wu, Yi. A noter que le Fa se trouve entre Fa et Fa dièse et le Si entre Si et Si bémol. Il faut savoir aussi que cette notation a pour caractéristique d'utiliser un Do transposable, c'est-à-dire que chaque Do est un potentiel premier degré de gamme dans lequel le musicien va pouvoir improviser. En tout cas, on voit clairement qu'ils se sont inspirés du délire de microtonalité qu'on retrouvait dans Yulan, et c'est l'une des caractéristiques phares de la musique savante chinoise de l'époque. Donc bref, en 1555, le Gongche va perdre en popularité au profit du Jiangpu qui aura l'avantage d'être simplissime. En effet, c'était juste de la notation chiffrée. Chaque note de la gamme se voit attribuer un chiffre, et quand on atteint l'octave, on met un point au-dessus du chiffre. Si on atteint la gamme inférieure, on met un point en dessous. Ce simple système va intéresser Jean-Jacques Rousseau qui va le découvrir suite aux découvertes de missionnaires revenus d'Asie orientale. Il va alors exploiter et développer ce système qui portera le joli nom de notation Galin-Parichevet, en référence aux personnes ayant travaillé sur le sujet avec lui. On est alors en plein dans la dynastie Ming, et plus que des vases, ce sera l'émergence de nombre de traditions sur lesquelles sera bâti le taoïsme. Un courant de pensée religieuse basé sur l'idée d'un principe à l'origine de toute chose. Ce sera notamment un vecteur de la pensée du yin-yang, ou la dualité de tout ce qui est le bien, le mal, le féminin, le masculin, la lune, le soleil, la pizza et l'ananas et autres pâtes carbo. Et pourquoi je vous parle de taoïsme? C'est parce que les rites taoïstes doivent beaucoup à la musique et au chant. Le chant, qui jusque-là était oral bien qu'approximativement noté dans de rares cas, se voit attribué à une véritable notation, de haut en bas, avec les indications visuelles des hauteurs de notes. Ça ne vous rappelle rien? Les neumes? Alors qu'en Europe on a déjà commencé les notes et tout le tintouin, là on en revient aux neumes? Oui mais attention, c'est un genre de neumes certes, mais avec un lourd passé de théorie musicale. C'est avant tout le caractère spirituel de la Chine qui a poussé les peuples à conserver longtemps une approche orale et spontanée au chant. Le taoïsme va donc contribuer tardivement au progrès fait à l'aide des académies précédentes en incluant le chant à la palette des arts officiels et nobles. Bref, on retourne à l'institution musicale de l'État, et vers la fin du XVIe siècle, on va voir apparaître les premières partitions détaillant chaque instrument, les premiers pupitres en somme. Ils sont créés par Chu Ziyu, un mathématicien physicien qui va calculer pour la première fois le tempérament égal, c'est-à-dire un rapport égal entre toutes les notes de la gamme. Pour faire simple, un tempérament est la relation qu'ont les notes d'une gamme entre elles en matière de fréquence. Chez nous en Europe, le tempérament égal s'est démocratisé au XVIIIe siècle, et depuis les 12 notes de la gamme ont le même rapport d'un demi-ton les unes des autres. Mathématiquement c'est impossible car si l'on devait garder le cycle des quintes comme référence comme c'était le cas avant, une théorie qui voulait que la gamme soit un ensemble de notes formant toutes entre elles un système de quintes et d'octaves, on arrivait théoriquement à un nombre infini de notes dans la gamme. C'est pourquoi le tempérament égal augmente légèrement la quinte, si et fa, afin de n'avoir que des quintes justes. Je vous joindrai quelques liens vers des vidéos qui vous expliqueront ça en détail. Bon, à partir de là, la forme musicale emblématique de la Chine va trouver son essor jusqu'à nos jours. L'opéra chinois est sûrement encore aujourd'hui un des emblèmes de la Chine avec les produits de consommation bon marché. Le théâtre n'est apparu que tardivement en Chine, au XIIe siècle pour être précis. Il était compliqué de réunir ce genre de spectacle par manque d'espace public dû au contrôle très strict de la vie par l'Empire. On a vu en effet que jusque-là, l'État régissait tout. Mais ça change enfin avec l'opéra Nancy, les premières pièces de théâtre mises en musique. Ce sera l'art dramatique le plus emblématique de la dynastie Song, inspiré d'anciennes traditions musicales, spectacles de mimes et de danse. Le principe est similaire à l'opérette occidentale. Une partie chantée, une partie déclamée en vers, puis rechantée, puis revers, dans le but de vulgariser la musique et la poésie aux spectateurs lambda, la plèbe. On y aborde des thèmes basiques comme l'amour, la trahison, la famille, etc. Les nombreux personnages s'expriment dans un langage familier, voire grossier, dans le but de rendre ça populaire.
Cependant, trop de grossièreté vont pousser les autorités à censurer cette forme d'art et emboîter le pas vers l'opéra Chuanchi, qui est beaucoup plus complexe et long, on parle d'une dizaine d'actes en moyenne et d'une trentaine de scènes. Ainsi, les représentations pouvaient parfois durer une semaine! Et dorénavant, plusieurs personnages peuvent chanter en même temps, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Au nord, la musique se voulait tragique et sombre, tandis qu'au sud, elle se voulait sentimentale. Alors Wei Liangfu, un acteur et musicien de la ville de Kunshan, va unir la musique du nord et du sud afin de créer les prémices de l'opéra Kungju. Délicat et sentimental sont les deux adjectifs qu'on pourrait utiliser pour décrire l'opéra Kungju, qui met en scène des personnages colorés entourés de joyeusetés et de fleurs. Comme ici où une servante est morte. Bon, elle ressuscite par amour évidemment, mais là n'est pas la question. À cette période, l'influence de la musique occidentale se fait déjà beaucoup sentir en raison de nombreux jésuites qui rendirent visite aux empereurs pour leur présenter des clavecins et la théorie musicale européenne. Cela va nous mener au mouvement de la nouvelle culture au début du XXe siècle, qui va en gros faire évoluer les consciences pour plus de conscience nationale, moins de patriarcat et l'idée de s'orienter vers le futur plus que par le passé. Que du positif donc. Si ce n'est que la Chine se retrouve un peu dépecée de ses traditions musicales au profit de l'occidental. Donc on a une dualité qui s'installe sur la fin. On avance dans les mentalités mais au détriment de la musique. Durant les siècles précédents, la société occidentale, pour le peu qu'elle en ait entendu parler, voyait d'un mauvais œil la Chine. Un pays lointain et mystérieux qui, aux dernières nouvelles, ne croyait pas en Dieu. Vous vous rendez compte? Mais l'orgueil des Occidentaux ne s'arrête pas là. Tiens, je vous raconte un truc. Vers le XVIe siècle, des missionnaires chrétiens sont partis en Asie orientale en quête de réponses culturelles quant à cette culture mystique. On en apprit davantage sur leurs coutumes, leurs mathématiques et leur musique. Ainsi, en 1735, le père Jean-Baptiste du Halde va écrire dans sa description de l'Empire de Chine des affirmations telles que « À les entendre, ce sont eux qui ont inventé la musique et ils se vantent de l'avoir portée autrefois à la dernière perfection. S'ils disent vrai, il faut qu'elle ait bien dégénéré car elle est maintenant si imparfaite qu'à peine mérite-t-elle le nom. Ainsi qu'on peut en juger par quelques-uns de leurs airs que j'ai fait noter pour en donner quelque idée. » Ces airs qu'il a fait noter, ce sont des transcriptions de notations chinoises, retenez bien ça. Ils n'ont point comme nous des notes de musique, ni aucun signe qui marque la diversité de tons, les élévations ou les abaissements de la voix, et toutes ces variations qui font l'harmonie. Ils ont néanmoins quelques caractères qui font connaître les divers tons. Donc là tout va bien à peu près effectivement, hein. Il n'y a que des caractères chinois pour guider l'exécution de l'œuvre, même si j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on ait pu sortir un traité dans lequel on confond ton et notes. Dans la suite de cet exposé, l'empereur joue quelques airs musicaux aux missionnaires. Du coup, le père Pereira arrive en grande pompe pour montrer de quoi les occidentaux sont capables. Du coup, souvenez-vous de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. La facilité avec laquelle, par le moyen des notes, nous retenons un air dès la première fois qu'on l'a entendu surprit extrêmement le feu empereur Kanghi. Le père Pereira prit ses tablettes et y nota l'air tout entier pendant que les musiciens le chantoient. Quand ils eurent fini, le père le répéta sans manquer à un seul ton et comme s'il se fût longtemps exercé à l'apprendre. L'empereur eut de la peine à le croire tant il parut surpris. Il donna de grandes louanges à la justesse, à la beauté et à la facilité de la musique d'Europe. Un faux cul est un pan de tissu servant à rembourrer l'arrière d'une robe pour donner plus d'ampleur au postérieur à l'aide d'une armature métallique ou coussin capitonné placé sous la jupe au-dessus des fesses, comparable au pouf utilisé à partir de 1875. Ces retranscriptions ne sont donc pas du tout faites à l'oreille et au fur et à mesure, ce sont de simples retranscriptions de caractères chinois indiquant comment jouer, c'était de la notation Lulu quoi. Les gens n'ont pas compris ça à la sortie des premiers traités et se sont mis à croire que le peuple chinois ne savait tout simplement pas écrire la musique et que seuls les Européens le savent. Et malgré ça, le peuple chinois n'éprouve aucune rancœur. La musique chinoise se devait toujours d'être en accord avec les astres et la nature. Elle reflétait l'harmonie entre tout ce qui est, elle reflétait l'ordre et l'équilibre du monde et c'est pour ça que l'État s'est toujours efforcé de travailler sur la façon dont on l'a joué, pour qui et pour quand. Par chance, beaucoup ont continué et continuent encore à tenter de pérenniser leur tradition tout en respectant les avancées culturelles et le brassage ethnique. Parce que ce serait dommage de perdre les opéras, les airs populaires, le guqing. Et puis ce fameux brassage, c'est beau quand même. Regardez. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et à la prochaine.